eu la chance aussi de connaître des tas de personnes qui ont eu une influence sur ma façon de percevoir l'environnement, que ce soit les éclaireurs, donc les cabanes en bois, ce genre de moments, quoi, qui apportent toujours dans la vie d'un enfant. Des enseignants aussi assez... Tu sais, des espèces de personnes comme ça, des enseignants qui marquent ton parcours, que ce soit en primaire, au lycée ou à la fac après. Voilà, donc toujours un certain attrait. Et puis dans l'entourage de ma famille, toujours des gens un peu particuliers. Mon père fait des collections d'amis un peu spéciaux. Le japonais qui fait son tour du monde à vélo, des parachutistes, enfin, des gens un peu comme ça atypiques. Et puis il avait un ami aussi d'enfance très proche, Christian Zuber, que les gens d'après ma génération ne connaissent pas. Il avait lancé une émission qui s'appelait Caméra au point. En fait, c'est le premier gars qui est allé sur les îles Galapagos et qui a montré les tortues. Voilà, il venait régulièrement à la maison et c'est quelqu'un qui m'a donné... c'était l'explorateur bien avant les Nicolas Hulot. Donc c'était l'explorateur qui partait au bout du monde découvrir la nature et les animaux. Donc j'avais au coin de ma tête ce genre de rêve. Je créais avec un ami, botaniste, écologue, spécialiste de l'incendie en Méditerranée. Je créais une association d'éducation à l'environnement à Marseille. Donc on est en 98. Notre constat en fait c'était le développement durable, enfin l'écologie et le développement durable, c'est simple, évident, c'est un instinct de survie, c'est quelque chose qui nous paraît être juste la bonne idée du XXIe siècle, alors que c'était présenté comme étant compliqué, pénible, rabat-joie, coûter plus cher, rétrograde. Donc on décide de faire une association pour montrer au grand public que non, en fait c'est super et que le développement durable c'est une source de créativité, de bonnes idées. Je vais voir certaines communes, on trouve que mon idée de toxicologie de l'environnement est passionnante, mais on me dit revenez dans 10 ans, on n'est pas prêt. Mon idée, c'est un peu ça au départ, d'aider les enfants, les tout petits de la crèche de mon fils, à se reconnecter et à apprécier toutes ces matières et du coup se faire des souvenirs que moi j'avais retrouvés 30 ans après avec mon fils. Donc se faire ces souvenirs très sensationnels, très sensoriels et vachement enrichissants. Donc ce sont des souvenirs indélébiles en fait. Alors les premiers ateliers, je m'en souviens, c'était mer et rivière, on était au mois de juin. Et donc j'avais amené des matières naturelles de la mer et de la rivière. Donc il y a une superbe rivière pas loin de Marseille qui s'appelle la Durance, qui est très, très sauvage, très belle, enfin 2-3 barrages, mais bon. Il y a encore des endroits vachement intéressants. Donc j'avais amené des galets, du limon, des algues, des bouts de rochers, jamais d'animal, jamais de vivant, c'est plutôt des laisses de mer, donc ce qu'on retrouve sur le bord de la plage, enfin, qui est sorti de la mer, et pour la rivière pareil. Et j'ai fait des ateliers sensoriels en fait avec les enfants. Donc on goûtait l'eau salée, l'eau douce, ils touchaient le limon, donc cette espèce de sable un peu vaseux qui sent un peu fort parfois, qui est au bord de la rivière. Voilà. Donc comme la crèche dans laquelle était Pablo avait regorgé de professionnels vachement passionnants, ils m'ont aidé aussi à monter les ateliers pour que ça soit en phase avec les besoins, les attentes, et que je brusque pas les enfants ou que je les inquiète pas. Et c'est là que l'éducatrice de jeunes enfants et la psychologue de la crèche m'ont expliqué que non seulement, effectivement, moi j'avais un objectif de les rapprocher de l'environnement pour qu'ils le respectent mieux et qu'ils s'en nourrissent mieux, et elles m'ont expliqué qu'en fait il y avait un double effet à tout ça, c'est que par ces ateliers, en fait, je les aidais à se construire. Et qu'au final, c'est très connu, les enfants, loin de l'animal, du végétal et de leur écosystème, ne peuvent pas se développer en harmonie. Donc, et au moment de l'apprentissage de la propreté, au moment où les enfants ont besoin de savoir où ils ont besoin de s'autoriser à se salir, où ils ont besoin de s'en mettre partout,
Et dans une société où on a tendance à leur dire attention, c'est sale, touche pas, ne te tâche pas le pantalon, fais attention quand tu manges, etc. Ils avaient vraiment besoin d'explorer et de s'épanouir avec toutes ces matières, sans danger en plus. C'est-à-dire que, au final, évidemment, j'amenais des matériaux qui présentaient pas de risque, mais avec du sable, des rochers, etc., avec des précautions. Ils pouvaient explorer en toute liberté. Et après, donc, c'était aussi créer un cadre sécurisant qui permette aux enfants de tâtonner, d'explorer, d'essayer par eux-mêmes en toute spontanéité, donc sans les brider, sans avoir une consigne précise. Ces professionnels m'ont appris à créer ce cadre et pouvoir laisser les enfants s'ébattre dans ces petits écosystèmes que je rapportais. Je me souviens d'une enseignante en toute petite section de maternelle dans une zone d'éducation prioritaire où il y a beaucoup de primo-arrivants à Marseille. Un petit garçon qui ne s'était toujours pas intégré au groupe de sa classe, qui ne parlait pas du tout aux autres, qui partageait absolument aucun moment collectif. On a fait des ateliers sur la mer pendant des semaines. En fait, je suis venue dans le hall de l'école et on a fait des ateliers. Il ne rentrait pas sur la bâche et il ne marchait pas sur le sable, les posidonies que j'avais amenées. On a fait une sortie en fait sur une petite plage qui s'appelle la plage du Prophète à Marseille. Là, il s'est autorisé à marcher sur le sable. De toute façon, l'étendue était tellement vaste, donc je pense qu'il a pris sur lui et bon, il s'est autorisé. Et il a passé une matinée exceptionnelle. C'était la première fois que l'enseignante le voyait comme ça. Et le lendemain, elle m'a appelée, elle m'a dit « Claire, ça y est, il a intégré le groupe en fait ». Donc, il s'est sociabilisé en vivant cette expérience collective de nature. Un peu grandeur nature, alors ce sont des enfants qui vivent au bord de l'eau mais qui n'y vont jamais, vivent dans des conditions compliquées, des hôtels, des dormoirs comme ça, enfin lui ça a été sa soupape, quoi. Ça a été son sas et c'est ce qui lui a permis d'avoir après une vraie démarche collective avec ses petits camarades. En fait les enfants se retrouvaient quasi à 100% en réussite quand ils étaient dans une certaine exploration personnelle, quand ils développaient en fait des tas de compétences qui sont en dehors du cognitif pur et dur. Apprendre à lire, à écrire et compter, c'est peut-être fondamental, mais c'est pas suffisant. Et on apprend d'autant mieux à lire et à écrire que quand on utilise les savoirs naturels et spontanés de l'enfant, voire même sa particularité. Un enfant dyslexique peut comprendre un énoncé complètement différemment et c'est aussi vachement intéressant pour la classe de l'appréhender, de le découvrir. Donc voilà, c'est toutes ces compétences d'exploration, de coopération, comme on les trouve dans la nature d'ailleurs, hein. Les animaux coopèrent, s'organisent, et remettre les enfants en situation un peu naturelle, ça favorise ça. Donc pour moi, l'écologie, la découverte de l'écologie, c'est un terrain propice à une mise en situation qui permet à l'enfant de s'épanouir plus sûrement, déjà à titre individuel, mais aussi au sein de la société. On ne peut pas devenir citoyen en se limitant aux matières principales, quoi, enfin dites principales dans les écoles, c'est pas possible. Alors, on a bien essayé l'éducation civique. Pour moi, la meilleure éducation civique, c'est quand même faire une activité collective liée au sport, à l'art, ou à une découverte dans un milieu naturel, ou un jardin. Le lieu de vie collectif par excellence, un jardin partagé dans la cour de l'école. Quand j'ai expliqué à ma grand-mère ce que je faisais, il y a quelques années, elle m'a dit « Ah, mais c'est devenu un métier ». Donc c'est toute cette transmission en fait, qui était faite sans doute par les grands-parents, par les parents. En un temps, on était plus proche des choses de la nature et on avait un peu plus de temps, on dédiait un peu plus de temps à ça. Et donc c'est une véritable aubaine de proposer aux parents de prendre du plaisir sur ces questions-là avec leurs enfants. On dit les enfants sont les citoyens de demain, mais il y a un tel plaisir pour les adultes de les voir aussi s'épanouir de cette façon-là que il y a un vrai enjeu pour toute notre société de mettre en place des choses, une éducation structurante et épanouissante pour les enfants.